protéger la mer de Corée contre la Corée du Nord. Nous devons montrer notre implacable volonté. La tension actuelle risque de provoquer la guerre dans la péninsule coréenne. Une guerre qui s'étendra dans toute l'Asie, puis dans le monde entier. Notre mission, c'est une réponse rapide et foudroyante contre une attaque de la Corée du Nord. S'ils osent attaquer, on les enverra dans leur tombe. C'est la dernière frontière de la guerre froide. Une ligne de front où l'on se fait face depuis 1953, depuis la partition des deux Corées. Depuis 2008, la tension n'a jamais été aussi importante, depuis que la mauvaise santé de Kim Jong-il fait vaciller la dictature de Pyongyang. Dans les coulisses du régime le plus fermé de la planète, la guerre de succession fait rage. On se bat pour le contrôle de son armée gigantesque. Nous allons à la catastrophe à cause d'actions concertées contre notre République. Nous sommes confrontés à l'intransigeance. Nous sommes au bord de la guerre. Au début de l'année 2010, une torpille nord-coréenne coule un destroyer du Sud. 46 marins trouvent la mort. Depuis, on a amassé des centaines de milliers d'hommes et de machines sur terre comme sur mer, et on attend fébrilement le moindre signe du dictateur. À Pyongyang, il tente d'imposer un de ses fils comme héritier. Une bataille de succession qui peut déraper et entraîner la guerre dans toute l'Asie. Nous sommes à la fin de l'été 2010, dans le nord de la Chine, une région autrefois coréenne. C'est ici que Kim Jong-il a entrepris ce qui sera certainement son dernier voyage. Les officiels chinois le promènent d'usine en exploitation agricole. Le dictateur semble fatigué. Il a parfois du mal à se déplacer. Il a eu une, peut-être deux attaques cérébrales en août 2008. Sa santé est depuis clairement affectée. Tout le monde observe la moindre photo de lui qui est publiée pour savoir si c'est le côté gauche de son cerveau qui a été atteint. Il est diabétique, il a d'autres problèmes de santé. Donc, si on se réfère au tableau statistique des assurances, il en a pour 5 ans au mieux. Donc, au-delà des inquiétudes, de la nervosité, des craintes qu'inspirent les intentions nord-coréennes, vous avez maintenant en plus cette incertitude sur la façon dont la succession va se dérouler. Si le pouvoir va être transmis avec succès à son plus jeune fils, Kim Jong-un, ou bien si cette succession va être contestée. Alors ce voyage a un but, un seul, venir se recueillir dans les pas de son père, qui fut ici un jeune écolier dans la ville de Jilin. Kim Il-sung, dieu vivant de la Corée du Nord, créateur du pays. Il a pris le pouvoir à la fin de la Seconde Guerre mondiale et il a bâti pendant 40 ans un régime unique en son genre. Il est le seul dictateur communiste au monde à avoir transmis le pouvoir à son fils Kim Jong-il. Un fils qui aujourd'hui sait que ses jours sont comptés et qu'il doit à son tour réussir à transmettre son pouvoir. Pendant ce voyage en Chine, il est accompagné de son plus jeune fils, Kim Jong-un, un visage anonyme parmi les officiels autour de lui. Il le prépare à sa succession, comme son père avant lui. Je pense qu'on ne peut pas considérer la personnalité de Kim Jong-il, ce leader unique, sans la placer dans le contexte du charisme de son père, Kim Il-sung.
Kim Il-sung, un homme à l'aura gigantesque, à la dimension quasi divine. Il était le père de sa nation. Il était un chef de guerre. Il a créé l'idéologie de la Corée du Nord, le Juche, l'autosuffisance. Kim Jong-il, lui, n'est rien de tout cela. Je vois sa vie comme étant tout entière définie par cela, vivre dans l'ombre de son père. Pour réussir à imposer une dynastie héréditaire en Corée du Nord, Kim Jong-il a bâti une incroyable légende, celle d'une famille quasi divine dont il parvient à concentrer les pouvoirs. Un mensonge qui commence dès la naissance. Kim Jong-il, le guide de Corée. Le mont Pengdu, la montagne qui brille au firmament de la révolution coréenne, qui raconte la grande histoire de la direction de la Corée du Nord par Kim Jong-il, président de la Commission nationale de défense de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée nord-coréenne. Dans ce film de propagande, on explique que le cheerleader est né au mont Pengdu, montagne sacrée pour les Coréens, le 16 février 1942. Une étoile serait apparue ainsi qu'un double arc-en-ciel pour célébrer son avènement. En fait, le jeune Kim Jong-il était né un an plus tôt dans un camp de réfugiés coréens en Union soviétique où son père était protégé et entraîné à la guérilla. Kim Jong-il entretient aujourd'hui encore cette connexion avec cette montagne sacrée. Son riz est cultivé là-bas et chaque grain de riz est inspecté afin de s'assurer qu'il soit parfait. Son eau vient également d'une source sur le mont Pengdu, donc c'est important pour lui. Mais en fait, c'est totalement fabriqué. En 1945, le jeune Kim a 3 ans. Il rejoint Pyongyang avec ses parents. Il est logé dans une grande maison attribuée à son père qui est en train d'imposer son pouvoir sur le pays. À côté de cette maison, il y a un étang où il joue souvent avec son jeune frère, Kim Chora. On a le témoignage de 2 proches aujourd'hui réfugiés. Kim Jong-il et son frère étaient en train de nager ensemble et il y a eu un accident. Son jeune frère s'est noyé. En fait, ces témoignages disent que Kim Jong-il s'amusait à garder la tête de son frère sous l'eau. Un des réfugiés le décrit avec un sourire. Si c'est le cas, c'est un lourd fardeau psychologique. L'année suivante, le jeune garçon va vivre un autre drame. Alors que son père a pris le pouvoir à Pyongyang, sa mère disparaît en donnant naissance à un bébé mort-né. Kim Jong-il n'a que 7 ans. Il n'a pas eu de vraie mère. Donc, personne qui s'est vraiment occupé de lui. C'est comme ça qu'il a grandi, sans contrôle, sans qu'on lui mette de limites. C'est l'âge du début des études. Kim Jong-il entre à l'école des enfants de cadres du parti, puis à l'université de Pyongyang, qui porte déjà le nom de son père. C'est le début de la légende. L'université Kim Il-sung conserve religieusement les reliques de son passage. Alors que son père tire sa légitimité de son rôle dans la guérilla, Kim Jong-il trouve ici son propre credo. Face à des enseignants qui n'osent pas critiquer le fils du grand leader, il devient le génie universel. Un génie qui va très vite s'approcher du pouvoir. Son curriculum est assez impressionnant. C'est un virtuose du piano et du violon, et par ailleurs au golf, il est réputé faire au moins 3 ou 4 trous en 1 à chaque parcours. Il battrait très facilement Tiger Woods.
Tout à son propos est ainsi modifié de façon assez ridicule. Son tout premier poste officiel, c'était comme ministre de la propagande, responsable des relations publiques de son père. Alors il n'a pas seulement créé la personnalisation divine de son père, il a aussi orchestré la campagne qui le montre comme le fils de son père. Un père transmettant son aura charismatique à son fils. Est-ce qu'il y croit? Je pense que quand il mettait en scène sa légende, il savait que c'était exagéré. Mais à force de le répéter suffisamment, c'est devenu, à mon sens, une part de sa propre réalité. Pas seulement pour son peuple, mais aussi pour lui-même. Kim Jong-il a une vingtaine d'années. On va le voir désormais en permanence dans le sillage de son père. Il perfectionne le système de propagande en ne laissant rien au hasard. Après la naissance, les premiers mots que j'ai appris, c'était « papa » et « maman ». Mais j'ai aussi appris à dire « merci, cher leader ». C'est la première phrase qu'on sait dire. Quoi qu'on fasse dans la journée, quand on mange, on doit dire « merci, cher leader ». Et partout dans les maisons, dans l'endroit le plus prestigieux des habitations, il y a un portrait des leaders, Kim Jong-il et Kim Il-sung. C'est mon premier souvenir d'enfant. C'est pareil dans tous les lieux publics, leur portrait est partout. C'est ce que l'on nous apprend en permanence. Nous avons cette éducation qui nous dit que Kim Jong-il est un être parfait. Il est tellement intelligent. C'est un humaniste. En fait, c'est un saint. Un être qui n'a aucun défaut. C'est ce qu'on apprend quand on est petit. Parmi les instruments de propagande, le jeune Kim Jong-il se découvre une passion dévorante, le cinéma. Il a d'abord commencé par s'occuper de la censure. Puis il s'est mis à écrire ses propres scénarios, souvent des histoires de jeunes filles qui destinent leurs sentiments à la patrie. Enfin, il s'est invité au tournage, dirigeant l'équipe technique et les acteurs et les actrices. À la fin des années 70, il déborde d'ambition pour le cinéma nord-coréen, mais n'est pas toujours satisfait avec les artistes sous sa direction. Il constitue alors un commando qui enlève l'une des plus grandes stars sud-coréennes et son mari, réalisateur de cinéma. Une star désormais prisonnière dans les studios de Pyongyang. Pourquoi il nous a kidnappés? On se le demandait. En fait, tout simplement parce qu'il était fan de notre travail. Il le connaissait, il le regardait, il avait toute la collection de nos films. Et d'ailleurs, pas seulement de nos films. Il a aussi une énorme collection de films étrangers, des dizaines de milliers. Pendant 8 ans, ces prisonniers vont donner un nouveau souffle à l'industrie cinématographique. Premier long format, premier film d'amour, premier baiser à l'écran. Kim Jong-il ordonne même la production d'un remake mémorable de Godzilla. Jouer de la propagande, la star kidnappée travaille jour et nuit. Kim Jong-il ordonne au poste diplomatique nord-coréen de lui collectionner des milliers de films. Il les visionne dans sa salle de projection privée
c'est sa seule fenêtre sur le monde. J'en suis venu à croire qu'il prend pour modèle les héros des films dans son rôle de leader. Ces fusillades à hockey choral ou Cheyenne. Il se voit lui-même descendre dans la rue principale pour se battre en duel contre ses ennemis diaboliques. C'est ce qui lui donne cette façon un peu grotesque de parader sur la scène internationale. À travers le cinéma, Kim Jong-il peut fréquenter les plus jolies femmes de son pays. Le petit héritier complexé va se transformer en séducteur. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'étais vraiment effrayée. Évidemment, j'étais triste aussi. Kim Jong-il est arrivé, il a vu mon état et il a fait une plaisanterie. Alors, actrice Che, vous ne trouvez pas que j'ai l'air d'un petit nain ? Avec cette blague, tout le monde a ri, moi aussi bien sûr, et ça m'a détendue. C'est son style, ça. Ça veut dire qu'il est tout petit, mais aussi bien sûr qu'il fait attention à l'état d'esprit des personnes qu'il a en face de lui. En 1968, l'une des stars des studios de Pyongyang s'appelle Song Ye-rim. Diplômée de cinéma, actrice modèle et moderne, mère de famille, elle est plus âgée de 4 ans que Kim Jong-il. Elle devient la première maîtresse du dictateur. Trois ans plus tard, un fils naît de cette union secrète. Il s'appelle Kim Jong-nam, un enfant qui va devoir grandir en gardant le secret sur ses origines. Kim Jong-il a rencontré cette actrice, Song Ye-rim. Ils se sont mis à vivre ensemble. En fait, elle était déjà mariée et avait une fille avant de le rencontrer. Il ne pouvait donc la prendre comme épouse. Kim Il-sung a alors imposé à Kim Jong-il d'épouser une fille de bonne famille, Kim Yong-sok. C'était un mariage arrangé, pour la façade. Il n'existe aucune photo de cette épouse officielle qui donnera naissance à 2 filles. Elle vit toujours à Pyongyang, elle voyage souvent en Europe. Aucune information sur la vie personnelle de Kim Jong-il n'est jamais rendue publique. Je n'ai jamais entendu dire que Kim Jong-il soit marié. Quand j'étais à l'université, je me demandais, mais pourquoi notre leader qui a déjà la cinquantaine ne s'est jamais marié? Pourquoi il n'a pas d'enfant? Ça me tracassait, mais je ne pouvais pas le demander à qui que ce soit. C'est bien trop dangereux de parler de ça. Je risque la mort pour ça, ainsi que ma famille, sur 3 générations. En 1975, Kim Jong-il rencontre une jeune danseuse de la troupe de divertissement pour les officiels. Elle s'appelle Ko Young-hee. Elle va devenir sa compagne, toujours à ses côtés remplaçant une épouse invisible. Dans les années 80, elle va donner 2 fils au dictateur, 2 fils aujourd'hui au centre de la guerre de succession. Ko Young-hee est morte en 2004 à Paris, où de nombreux dignitaires du régime se font soigner. Pour entretenir ces différentes familles, le leader possède de nombreuses résidences. Sa demeure officielle est à Pyongyang, pas très loin de la place Kim Il-sung. Mais sur la côte ou dans les montagnes proches de la capitale nord-coréenne, il possède de nombreuses maisons pour lui et pour ses proches. Pour les régaler, il a embauché un chef japonais. Il organise des fêtes somptueuses auxquelles se joignent les cadres du parti et il dépense sans compter. Une intéressante source de renseignement, le rapport annuel des cognacs NC. Leur produit le plus cher s'appelle Paradis. La facture annuelle de Kim Jong-il pour ce cognac, entre 89 et 99,
était entre 650 000 et 800 000 dollars. Kim Jong-il possède 4 troupes de jeunes filles, sélectionnées et entraînées uniquement pour animer les soirées du dictateur. La troupe de ses plaisirs personnels. Pour en devenir membre, il faut savoir chanter, danser, jouer de la musique et surtout plaire à Kim Jong-il. Un soir, on terminait de manger. Le général a demandé à 4 filles de danser à côté de nous. Tout d'un coup, il a dit « Enlevez vos costumes ». Elles se sont déshabillées en gardant simplement leur soutien-gorge et leurs culottes. Alors il leur a dit « Enlevez aussi le soutien-gorge et la culotte ». Elles étaient toutes nues. En voyant ça, je me suis dit que ça allait mal tourner. Il a commencé à désigner des cadres en leur demandant de danser avec elles. 1 cadre, 2, 3, et le 4e, c'est tombé sur moi. Il me pointe du doigt et il me dit « Danse ». Je ne savais pas où regarder. Elles étaient toutes nues. Je regardais le plafond en dansant bizarrement le disco. Je faisais tout mon possible pour éviter de regarder ces filles. J'étais tellement nerveuse quand j'étais invitée à ces soirées. Je ne savais pas quoi penser. Il est notre grand leader. Je dansais avec lui, je mangeais avec lui. Être aussi proche de lui, ça me faisait perdre tous mes repères. C'est la vie d'un prince héritier dans le sillage d'un père qui lui laisse progressivement prendre les rênes du pouvoir. En 1994, Kim Il-sung a 84 ans. Avec son fils, il prépare en secret un sommet avec la Corée du Sud. Mais à quelques jours de ce qui aurait pu être un événement historique, il est terrassé par une crise cardiaque. Kim Jong-il est apparu comme le successeur dès les années 70. Donc il y a eu une période de presque 20 ans pendant laquelle les élites et les masses ont été préparées par les campagnes de propagande à la prise de pouvoir de Kim Jong-il. On le voit avec son père. Ils font des choses tous les deux. Il reçoit des instructions de son père. Et pour les 20 dernières années, Kim Jong-il a de fait agi comme le Premier ministre de Corée du Nord, gérant le gouvernement au quotidien. Après un deuil national de 3 ans, Kim Jong-il est confirmé comme le nouveau dirigeant de la Corée du Nord. Il n'est pas président du pays, titre qu'il a laissé à son père pour l'éternité. Il est juste le cheerleader, celui qui met ses pas dans les pas de son père. Mais il ne contrôle pas aussi bien que lui l'appareil militaire du pays. Les camarades de guérilla de Kim Il-sung accrochent d'impressionnantes collections de médailles sur leurs costumes et ils estiment que le fils de leur camarade ne peut pas tirer seul toutes les ficelles. Kim Jong-il was the most important person in North Korea.
Kim Jong-il est la personne la plus importante de Corée du Nord. Et il a beaucoup de pouvoir. Néanmoins, il ne peut pas prendre les décisions basiques sur la sécurité nationale sans le consentement de ses généraux de la Commission de la Défense nationale. Donc c'est une relation compliquée. Personne ne sait exactement comment ça fonctionne. Mais il y a des indications que les généraux les plus durs ont de plus en plus de pouvoir. Le pouvoir absolu passe donc par le contrôle de l'armée face à ces vieux généraux. Il va se lancer dans une tournée permanente de toutes les unités militaires du pays avec reportage en boucle sur la télévision d'État. Il se fait désormais appeler général. Pour le général Kim Jong-il, toutes les difficultés économiques du pays sont provoquées par les ennemis du régime. La menace extérieure, voilà la source de tous les problèmes. Si les Nord-Coréens ne mangent pas à leur faim, c'est à cause du reste du monde, et notamment des États-Unis. En réalité, la Corée du Nord a déjà échoué à l'époque de son père, Kim Il-sung. Elle a échoué économiquement et en plus, elle s'est retrouvée dans le camp des perdants de la guerre froide. C'est-à-dire, à la fin des années 80, quand le mur de Berlin s'est effondré, les pays de l'Europe de l'Est ont progressivement accepté le capitalisme. Les régimes communistes en Asie aussi, comme la Chine. Seule la Corée du Nord n'a pas changé de régime. Deux années d'inondation donnent le coup de grâce à un système à bout de souffle. À la fin des années 90, la Corée du Nord connaît l'une des pires famines de l'histoire. 1 million, peut-être 2 millions de personnes sont mortes. Et pourtant, il n'y a pas de manifestation, pas de protestation importante. Et le régime, lui, n'a pas changé son attitude. Le résultat de cette malnutrition, c'est que vous avez une génération entière qui est plus petite que les précédentes. Quand vous comparez les Nord-Coréens et les Sud-Coréens, ils sont beaucoup plus petits, une dizaine de centimètres plus petits. Et vous avez une génération qui est comme ça, physiquement meurtrie, mais aussi psychologiquement meurtrie. Paradoxalement, cette gigantesque famine renforce le pouvoir de Kim Jong-il. La terreur est générale parmi la population. Lorsque la Corée du Nord accepte un gigantesque programme d'aide alimentaire sous le contrôle de l'ONU, la propagande en attribue tout le mérite au cher leader, à qui désormais chacun doit donc la vie. Kim Jong-il renforce sa sécurité et le contrôle sur sa population affamée. Il fait creuser des tunnels sous la capitale pour ses déplacements. Il va à Moscou ou à Pékin, ses anciens alliés, quémander une aide, mais il craint tellement pour sa vie qu'il ne voyage qu'en train blindé. Le train est protégé par des roquettes, des armes lourdes. Le convoi est toujours composé de 3 trains identiques. Et personne ne sait dans quel train se trouve Kim Jong-il. Entre le passage du premier wagon et le dernier, il peut se passer presque 3 heures. L'eau servie dans le train vient d'une source spéciale. Elle arrive sous scellée. La nourriture également doit être contrôlée par un organisme spécial avant d'être chargée à bord. Personne ne peut y toucher. Les rares passagers décrivent des banquets somptueux, des spectacles offerts par la troupe des plaisirs de Kim Jong-il. Mais le dictateur se sent isolé dans un monde qui a changé, un monde pour lui devenu dangereux. On regardait la télévision par satellite. C'était les derniers moments de Ceausescu.
Nous étions dans sa résidence sur la côte. Il y avait peut-être 20 ou 25 dirigeants avec lui. En regardant ça, le visage du général est devenu tout pâle. À la fin de l'émission, tous les dirigeants se regardaient. Il se taisait, puis il a dit « Il faut vraiment qu'on réfléchisse à l'avenir de notre pays ». Il était vraiment tout pâle. C'était un régime comparable. Le général devait s'imaginer à la place de Ceausescu. Et puis plus tard, il a vu la statue de Saddam Hussein renversée. J'étais encore avec lui ce jour-là. Et vous savez ce qu'il a dit? Hussein est un imbécile, c'est tout. Pour ne pas subir le même sort, Kim Jong-il va donc chercher à éliminer les menaces. La première d'entre elles, selon lui, c'est Washington. Il fait savoir qu'il est prêt à se rapprocher des États-Unis, envisager un traité de paix qui solderait enfin la guerre de Corée. Depuis 1953, plus de 30 000 soldats américains stationnent toujours à la frontière de la Corée du Nord. Pour plaire à Bill Clinton, il accepte de rencontrer le président sud-coréen Kim Dae-jung. C'est le sommet historique de juin 2000 entre les deux Corées. On se prend à rêver à une réunification. Tout le monde pense à la comparaison avec l'Allemagne. Mais les enjeux en Corée sont bien plus élevés. La population de l'Allemagne de l'Ouest était 3 fois plus grande que l'Allemagne de l'Est. La Corée du Sud est seulement 2 fois plus peuplée. La différence de revenus entre les deux Allemagnes était probablement de 1 pour 2. Dans le cas des deux Corées, c'est probablement 15 ou 20 fois plus important. Les enjeux sont beaucoup plus élevés que dans le cas de la réunification allemande. Si le monde entier célèbre les retrouvailles entre les deux Corées, Kim Jong-il lui poursuit un autre objectif qu'une hypothétique réunification. Il cherche avant tout à amadouer Clinton. Un jour, il a reçu une lettre de Clinton. Il avait peur des États-Unis. Alors il était tellement content de cette lettre qu'il a organisé des fêtes pendant 3 jours. C'était Madeleine Albright qui avait amené cette lettre lors de sa venue à Pyongyang. Il était tellement content qu'il répétait tout le temps « J'ai reçu une lettre de Clinton, j'ai reçu une lettre de Clinton ». En fait, il pensait qu'en négociant bien avec les États-Unis, il pourrait maintenir son régime. C'était son seul but. Il ne voulait pas que ça change. Pour fêter ce début de réconciliation, Kim Jong-il entraîne la secrétaire d'État à l'une des premières représentations d'Arirang. Un spectacle sans équivalent dans le monde, dans l'immense stade de Pyongyang. Il a lieu désormais chaque année. 100 000 figurants y célèbrent le régime et la famille régnante. Quelques mois plus tard, George Bush est élu président des États-Unis. Plus question d'aller à Pyongyang. Le nouveau président annonce que l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord forment un axe du mal que son administration doit détruire. George Bush devient la vedette de la propagande nord-coréenne.
Lors de ma première visite en 2002, j'ai rencontré le principal négociateur de leur programme nucléaire. Et il m'a posé 3 questions. D'abord, pourquoi George Bush est-il si différent de son père ? Comment pouvez-vous fonctionner comme pays quand vous élisez comme président des gens qui n'ont rien en commun avec leurs prédécesseurs ? Et puis finalement, pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas mieux ? Que des très bonnes questions. Donc il y a eu des zigzags dans notre politique. Et eux, ils réagissent à ça. Nous ne faisons jamais d'excuses pour nos propres errements et ça a grandement contribué à tout ce processus. Alors que l'Amérique entre en guerre en Irak, Kim Jong-il, lui, se dépêche de renforcer sa puissance militaire. Le service national dure désormais plus de 10 ans pour chaque jeune Coréen. Ils ont une armée d'1 million d'hommes. Ils ont une grande quantité d'armement, mais la qualité n'est pas bonne. Leur état se dégrade de plus en plus. Par exemple, les tanks. Les plus modernes datent des années 50 ou 60. Des T-62 qui ne peuvent pas résister aux blindés sud-coréens ou américains. Même les plus récents, les T-72, ne sont pas un adversaire crédible, comme on l'a vu en Irak, qui en possédait. Maintenant, ils en ont des milliers. Ils ont également 13 000 pièces d'artillerie qui peuvent atteindre Séoul instantanément. Ils ont 100 000 hommes, des forces spéciales, très entraînées. Ils ont des troupes déployées très en avant. 70% de leurs hommes sont à moins de 100 km de la frontière avec le Sud. Donc, ils pourraient faire des centaines de milliers de victimes et beaucoup de dégâts en Corée du Sud. Si vous regardez les statistiques nord-coréennes, PIB par habitant, la taille, vous pouvez voir que l'équivalent le plus proche de la Corée du Nord, c'est le Mozambique. Et qui se préoccupe du Mozambique ? Seriez-vous dans mon bureau si j'étais un expert du Mozambique ? Certainement pas. La Corée du Nord comprend que pour être capable d'avoir une influence, pour pouvoir soustraire de l'aide à l'étranger, ils doivent avoir l'air dangereux. Et que pour avoir l'air dangereux, pour être pris au sérieux, il n'y a rien de mieux que développer l'arme nucléaire. Dans les années 50, la Corée du Nord pensait déjà à l'arme nucléaire, mais désormais, c'est une priorité absolue. Et le 9 octobre 2006, la présentatrice de la télévision d'État a bien du mal à contenir son émotion. Tous les citoyens de la Corée du Nord ont réussi un grand développement scientifique grâce au communisme. Nos scientifiques ont parfaitement réussi à faire exploser une arme nucléaire le 9 octobre. Grâce à la qualité de nos connaissances, cette expérience scientifique amène une technologie nouvelle à notre pays et il n'y a eu aucune contamination par les radiations. On sait qu'ils ont construit un complexe nucléaire et que de hauts officiels y travaillent. Mais on est certain que c'est Kim Jong-il qui dirige lui-même le programme nucléaire. Un bon indice, par exemple, c'est la visite de Bill Clinton en 2009. La délégation avait quelques questions à lui poser sur le programme nucléaire. Ils avaient préparé une liste. Il a pris la liste et il a commencé à répondre lui-même, en donnant d'ailleurs beaucoup de détails. Il n'y a pas de doute qu'il est impliqué lui-même dans le programme nucléaire. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est une réconciliation totale avec nous. Ils veulent être certains qu'on ne va pas les exterminer comme pendant la guerre de Corée. Se souviennent que Douglas MacArthur voulait faire exploser un collier d'armes nucléaires au nord de la Corée. Et ils m'ont dit un jour, on a remarqué que vous n'avez jamais attaqué un pays qui possède l'arme nucléaire. C'est pour ça qu'on les développe.
Il pourrait avoir environ 8 ogives nucléaires, même si on n'est pas certain qu'elles soient toutes terminées. Les Coréens du Nord disent qu'ils ont militarisé tout leur plutonium. Ils travaillent à un missile balistique capable d'atteindre les États-Unis. Pour le moment, ils franchissent environ 4000 km. Mais la CIA a déclaré publiquement que dans les 10 prochaines années, ils auront la capacité d'atteindre tout le continent américain avec une ogive nucléaire. Ils ont déjà 600 missiles qui peuvent atteindre la Corée du Sud et 300 qui peuvent atteindre le Japon. Donc, leur capacité militaire est en déclin sur certains aspects, mais elle augmente sur d'autres. À la fin de l'année 2008, dans les rues de Pyongyang, le quotidien bien réglé des habitants s'exécute sans faille. Le secret est bien gardé. Kim Jong-il a disparu. Le régime fait comme si tout était normal, mais à Séoul ou à Pékin, on s'inquiète. On ne sait plus qui est aux commandes de la Corée du Nord. Pour éviter un coup d'État militaire, Kim Jong-il interdit les contacts directs entre les différentes entités de l'armée. Tout le monde doit s'adresser à Kim Jong-il, le seul à avoir une vue d'ensemble. Avec ce système, en cas de mort soudaine de Kim Jong-il, il n'y a plus de coordination entre les différentes forces militaires. Cela peut entraîner de graves incompréhensions dans l'armée. Imaginons qu'un général soit plus ambitieux que les autres. On peut imaginer un conflit dans l'armée. Et ils ont des armes de destruction massive. Si le régime s'effondre, on peut avoir un trafic des armes nord-coréennes en dehors du pays, dans des réseaux terroristes, ou alors un exode massif de réfugiés. Ils peuvent ainsi aller vers la Chine en passant par la frontière. Ils peuvent aussi aller en Corée du Sud, via la mer de l'Ouest et la mer de l'Est. Vous imaginez, si 10 millions de réfugiés débarquent à Séoul, la situation économique de la Corée du Sud deviendrait très difficile. À Pyongyang, on fait venir des médecins français. À leur retour, ils décrivent l'état médical d'un patient anonyme qu'ils ont dû soigner. Victime d'attaque cérébrale, il va survivre, mais il sera diminué. Un intérim semble alors s'organiser. Le beau-frère de Kim Jong-il prend des responsabilités, une manière pour la famille de maintenir son autorité pendant la vacance du pouvoir, une vacance qui va durer 10 mois. Au printemps 2009, devant une assemblée nationale hystérique, Kim Jong-il fait son retour. Il est maigre, il est pâle, parfois presque absent, mais il est bien vivant. Il n'est pas certain que les élites soient unies. Quand Kim Jong-il va mourir, il est tout à fait possible que des divisions apparaissent et que cela tourne à l'affrontement violent. Kim Jong-il sait qu'il doit mettre en place rapidement sa succession. Il a 3 fils et va donc choisir lequel va désormais apparaître à ses côtés. Kim Jong-nam, son premier enfant, né de son idylle avec une actrice, n'est pas dans la course. Il vit une existence en marge du régime entre visites de Disneyland Tokyo et longues soirées dans les casinos de Macao. Are you Kim Jong-nam? Are you Kim Jong-nam? No? Avec Ko Young-hee, sa compagne pendant 22 ans, Kim Jong-il a eu 2 autres fils, Jong-chul et Jong-un, nés au début des années 80. Ils ont aujourd'hui une vingtaine d'années. Le dictateur les a envoyés dans une école suisse à Berne. Ils parlent allemand, anglais, un peu de français. Ils sont fans de musique pop et assistent à des concerts en Europe. Ils aiment tous les deux le basketball, notamment la NBA, dont ils regardent les matchs à la télévision.
Les deux frères ont commencé à faire des matchs de plus en plus sérieux à l'adolescence. Ils constituaient chacun une équipe avec le personnel de Kim Jong-il et ils faisaient des petits matchs. À la fin de la partie, Jong-chul réunissait ses partenaires et il les remerciait un par un, c'est tout. Jong-un, lui, par contre, sous le regard de Kim Jong-il, sa femme et d'autres dirigeants, faisait une vraie réunion avec ses joueurs. Et il leur disait « Ta passe tout à l'heure, c'était nul. Tu ne devrais pas donner le ballon à lui, mais à lui. Il était en position de marquer. Il aurait pu marquer. » Plus tard, Kim Jong-il nous a dit « Jong-chul, il n'est pas très bon. Il est trop gentil, on dirait une fille. » Par contre, Jong-un, je ne sais pas pourquoi, mais il me ressemble. En disant cela, il faisait savoir aux dirigeants que son fils cadet avait sa préférence. Et parmi ces gens, il y avait aussi des responsables militaires. Il a souvent répété qu'il voyait Jong-un comme son successeur. Le dictateur a donc choisi. Kim, troisième du nom, se prénommera Jong-un. Progressivement, la propagande se met en place. On annonce l'arrivée d'un nouveau soleil en Corée du Nord. Aucune image de l'héritier ne filtre, mais il est déjà présent près de son père et il commence à collectionner les titres officiels. Nous avons des indices qui nous disent que beaucoup de Nord-Coréens n'avaient jamais entendu parler de Kim Jong-un avant que le régime ait commencé à le promouvoir il y a peu. Donc on va leur présenter ce nouveau leader. Mais leur réaction va être « Vous me dites que c'est le fils ». Mais dans une société confucéenne, il est très jeune. Donc il y a beaucoup d'éléments qui vont mettre une grosse pression sur ce régime s'il veut continuer à s'auto-justifier. C'est le dernier défi de Kim Jong-il. Réussir à transmettre un peu de sa légitimité à un fils si jeune. Le 10 octobre 2010, pour la première fois, il le place à ses côtés à la tribune officielle du plus important défilé militaire de l'histoire du pays. « 100 000 hommes défilent pour officiellement fêter le 65e anniversaire du Parti des Travailleurs, mais le réel enjeu, c'est de célébrer l'arrivée du nouveau leader, de réussir la première image officielle de Kim Jong-un. Pendant cette période de transition, cette période de succession, je pense qu'il tombe sous le sens que pendant ce temps, la Corée va rentrer dans une période au cours de laquelle elle va être à la recherche de toutes les crises possibles. Pour garder sa population bien en rang, pour lui rappeler que le pays est assiégé, qu'il faut donc qu'elle serve le régime, et pour créer une atmosphère dans laquelle le régime demandera à ses hauts dirigeants d'être parfaitement loyaux. Ils ont de l'artillerie, des missiles qui peuvent emporter des charges au moins jusque sur la moitié nord de Séoul. Et donc tuer des centaines de milliers de personnes dans les 48 premières heures d'un conflit. Ça, ils peuvent le faire. Nous entrons dans la période probablement la plus instable qu'ait connue la Corée du Nord depuis 1953. Et ceci crée une situation où toutes ses capacités militaires, non seulement vers l'extérieur, mais aussi à l'intérieur même de la Corée, ont de plus en plus de chances d'être utilisées, comme cela ne l'a jamais été. Pour le moment, c'est un cessez-le-feu armé. On s'observe des deux côtés de la dernière frontière de la guerre froide. Entre les Coréens
Corée du Nord et du Sud, plusieurs centaines de kilomètres de grillages étanches depuis 1953. Un drôle d'équilibre qui ne tient désormais qu'au destin d'un homme, Kim Jong-il, qui veut imposer une troisième génération de cette unique dictature familiale. Sur la frontière, on est prêt à transformer un jour les barbelés en souvenirs façon mur de Berlin, ou à reprendre les armes si nécessaire. On ne les a jamais vraiment laissés tomber.